Voilà. Bon, je vais peut-être juste me présenter. Donc, moi, je suis dans l'écolieu les Archives Fertiles. Euh, je fais partie du comité SUS, donc social et utilité, non, solidaire et utilité sociale. Et voilà, c'est moi qui ai préparé la présentation. J'étais au niveau de connaissance 1 il y a un mois et je me suis pris, bon, j'aime bien tout ce qui touche à l'alimentation et ça m'intéressait, voilà, de m'impliquer dans cette présentation. Voilà. Donc, j'ai que des connaissances, disons, théoriques, mais j'ai énormément lu, j'ai vraiment passé du temps, j'ai approfondi le sujet, c'était juste passionnant. Et voilà, je passe la parole juste peut-être à Gilles, parce qu'à présenter, on sera trois personnes, donc Gilles, Myriam qui nous présentera une slide et moi-même. Donc voilà, je passe juste la parole à Gilles pour qu'il puisse se présenter parce qu'il va présenter certaines slides aussi. Super, merci Sandra. Donc moi c'est Gilles, j'habite comme Alette à Écoravie à Dulphy dans la Drôme. Et depuis 1 an maintenant, j'ai rejoint l'initiative de la sécurité sociale de l'alimentation de Dulphy et alentour. D'abord comme stagiaire et maintenant je suis salarié. Du coup, je partagerai juste quelques slides avec vous, en particulier sur l'exemple de Dulphy et alentour, même si on n'ira pas vraiment en détail. Voilà. Voilà, merci Gilles. Ok, donc on va commencer la présentation. Donc voilà. Alors, de quoi va-t-on parler? Déjà, on va commencer voilà, le pourquoi. Pourquoi on en est arrivé à ce sujet-là? Pourquoi cette sécurité sociale? On parlera aussi assez rapidement de toutes les initiatives inspirantes qui font sujet à l'accès à l'alimentation saine. Et de toutes ces initiatives, il y en a une. À la base, en fait, on avait prévu de faire globalement, de parler de beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que la SSA, la Sécurité sociale alimentaire, était vraiment un gros morceau. Et à mon sens, tellement important dans, dans, dans le résultat, dans ce que ça peut devenir et ce que ça peut changer. Donc voilà, on a décidé de faire cette séance-là axée sur la sécurité sociale alimentaire. Donc on parlera un peu de l'historique, on parlera du sens, de l'enjeu et de l'impact de cette SSA. Ensuite, on prendra un temps ensemble, voir un peu vos expériences. Alors, comme disait Christophe, je veux dire, à moins qu'il y ait vraiment une question technique que vous n'avez pas compris, je vous invite vraiment à plutôt garder vos questions pour la fin et on prendra vraiment un temps d'abord de partage pour les questions et après un temps de partage de qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les expériences de chacun, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on passera, il y a aussi donc une slide sur les liens utiles là, qu'on vous a récapitulé. Voilà, donc on peut passer à la première slide. C'était alors voilà, pourquoi ce sujet? Euh, Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la malnutrition, c'est pas seulement un problème de pays pauvres. En France, on a plus de 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. 8 millions, c'est 3 fois plus qu'en 2005. Donc en 20 ans, je veux dire, ouais, enfin 3 fois plus, c'est énorme. Euh, donc l'aide alimentaire, faut pas la dénigrer, hein. Je veux dire, c'est gratitude à tous ces bénévoles, à tous ces gens qui font que voilà, elle est au moins là. Mais en fait, l'aide alimentaire n'est pas une solution à long terme. Euh, Elle devrait plutôt être dans une situation d'urgence et pas, ça ne doit pas être une façon de se nourrir. L'aide alimentaire pose vraiment de sérieuses questions d'éthique. Il y en a certains qui parlent même disons, de poubelle éthique quand on sait qu'elle constitue parfois un débouché lucratif pour l'agro-industrie qui peut défiscaliser ses dons. Donc souvent c'est aussi, enfin
on peut par rapport aux dates limites, enfin, aux produits qui ont une date limite de consommation, c'est souvent ces produits-là qui peuvent être euh, donnés à l'aide alimentaire, hein. Donc, c'est pas toujours très, très éthique. Euh, et cette précarité alimentaire en quantité ou en qualité, on sait qu'elle a des conséquences sur la santé publique, qu'elle soit physique ou psychologique. Ça entraîne des coûts de santé énormes, vertigineux. C'est 67 milliards d'euros donc d'argent public, hein. Euh, voilà, ça peut entraîner des carences alimentaires qui peuvent aussi avoir un impact, pas seulement sur la santé, disons, physique, mais aussi sur la santé psychique, hein. On sait que les carences alimentaires peuvent entraîner de la fatigue, de la déprime, voilà. Et aussi dans les souffrances psychologiques, il y a celles qu'on voit peut-être un peu moins, c'est des personnes qui sont isolées des fois au niveau social parce qu'elles n'ont pas les moyens d'inviter des gens parce que voilà, elles n'ont pas les moyens d'acheter peut-être de la nourriture pour faire partager un repas ensemble, un apéritif ou autre. Euh, Ça peut aussi générer de la honte, hein. Je veux dire, certaines personnes qui doivent faire la queue dans les endroits, enfin, au Resto du Cœur ou autres, la stigmatisation. Euh, je vous invite vraiment, il y a Bénédicte Bonzi, qui est docteur en anthropologie sociale, qui a fait vraiment une très très chouette, moi elle m'a beaucoup touchée, elle a fait une très chouette vidéo, elle a écrit un livre aussi sur, je crois le titre c'est La France qui a faim, le don à l'épreuve des violences alimentaires. Elle a vraiment creusé ça et elle en parle de manière vraiment très touchante, quoi. Et alors, donc, autre problème, c'est vraiment le dysfonctionnement du système alimentaire qui affecte la rémunération et la santé des agriculteurs. On sait que le taux de suicide dans le monde paysan est une réalité. Les maladies suite aux expositions, aux pesticides et tout ça. Il ne faut pas non plus oublier les travailleurs invisibilisés, par exemple dans les usines de transformation industrielle. C'est quand même un travail pénible, des revenus qui sont bas. Après, bon, on voit vraiment qu'il y a un dysfonctionnement aussi au niveau du système agricole. Changement climatique, régression, dégradation des sols, effondrement de la biodiversité. On voit bien que le système agroalimentaire est devenu totalement défaillant et nocif. Il déshumanise, il dépossède et il dégrade l'environnement. Donc, au vu de tout ça, c'est vrai qu'il y a vraiment un véritable enjeu de transformation du modèle agro-industriel. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, là, j'ai listé un peu soit les initiatives ou les outils. Donc, il y a la sécurité sociale alimentaire dont on va beaucoup, que je vais vous présenter ce soir, qu'on va vous présenter ce soir. Dans la deuxième partie qui aura lieu le 19 juin à la même heure, on parlera des épiceries associatives ou coopératives. On parlera du VRAC. Le VRAC, c'est le système c'est un groupement d'achat. Donc, c'est vers un réseau d'achat en commun. Après, il y a d'autres initiatives, il y a les ANMAP, il y a les tiers-lieux nourriciers, il y a les greniers d'abondance. Et on parlera un peu, bon, ce n'est pas une initiative, c'est plutôt un outil. Donc, les PAT, c'est les projets alimentaires territoriaux. Donc, c'est une démarche collective qui est portée par les acteurs d'un territoire. Voilà, que ce soit la société civile, les acteurs économiques et publics. Voilà, donc on va passer sur un peu, je vais passer assez rapidement sur l'historique. Euh, L'idée, en gros, c'est en 2010 qu'on a commencé à s'interroger, qu'on voyait que, voilà, je crois que les Restos du Cœur, Coluche les avait mis en place en 1980.
Et au bout de 30 ans, je pense qu'on a commencé à penser qu'il fallait changer quelque chose. Ça a été initié, donc la SSA a été initiée par Mathieu Dalmet, enfin porté par lui, mais surtout par l'ISF Agrista. L'ISF, c'est les ingénieurs sans frontières. Donc Mathieu Dalmet est un agronome militant. Et en 2019, bon, tout ça, ça prend du temps de mettre ça en place. En 2019, il y a eu la création du collectif pour une sécurité sociale alimentaire. Donc là, je vous ai mis donc le lien de leur site. C'est un des liens, disons, un des sites phares. Franchement, c'est vraiment, s'il y en a un qu'il faut vraiment aller voir ou retenir, c'est celui-là, entre autres. Je vous en donnerai d'autres au fur et à mesure, mais il est à jour et on peut se baser dessus. Et donc en 2019, il y a eu vraiment la création d'un réseau national pour la promotion de la sécurité sociale. Hein. C'est l'ISF, le réseau CIVAM, le réseau Salariat, plein d'associations. Il y a eu des syndicats agricoles, de la Confédération paysanne. Et tout ce monde s'est mis ensemble pour pouvoir mettre tout ça en place. Et en 2024, là, Gilles, j'ai besoin peut-être un peu de ta lumière, c'est donc la création du réseau Intercaisse. Tu peux juste nous C'est en ça. toucher deux mots? Ouais. Donc en fait, avec le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est surtout un réseau de chercheurs, d'associations, tout ça, de réseaux qui travaillent ensemble sur l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. En parallèle, il y a des initiatives de caisses qui se développent sur les territoires avec des expérimentations concrètes. Euh, et donc en 2024, ces caisses en fait se mettent de manière plus formellement, se structurent en réseau pour s'échanger des astuces et des conseils pratiques en fait d'une caisse à l'autre pour savoir comment ici on a fait les trois prix, comment est-ce que là on a recruté les membres du conseil local de l'alimentation, etc., etc. Voilà. Pardon, Gilles, il est 20 heures. Voilà. Vas-y, D'accord. à toi, Gilles. J'ai fini. OK, on peut passer à la slide suivante. Là, on va juste parler deux mots au niveau des droits. Donc, en 2019, il y a eu donc le Conseil des droits de l'homme et de la femme de l'ONU. Je vais vous le lire parce il est assez détaillé. Donc c'est un droit de toute personne, seule ou en communauté avec d'autres, d'avoir physiquement et économiquement accès en tout temps à une quantité suffisante d'aliments qui soient adéquats, nutritifs et conformes, entre autres, à sa culture, ses convictions, ses traditions, ses habitudes alimentaires et ses préférences, et qui soient produits et consommés de façon durable afin de préserver l'accès des générations futures à la nourriture. Donc là, on voit qu'on est quand même bien loin voilà, de ce que pouvaient avoir les gens qui n'ont peut-être pas accès à cette nourriture avec l'aide alimentaire. Ils n'avaient pas le choix par rapport à une culture, une préférence et autres. Hein. Donc, voilà, ça c'était en 2019. Bon, c'est l'ONU, mais on voit que, bon, en 1966 et 76, il y a eu le pacte international. Il me semble que, attends, peut-être pas trop vite, Marie, Christine Rose, voilà. Donc en 66 et 76, il y a eu le pacte international. Mais je crois qu'il me semble qu'en France, ça a été ratifié qu'en 2015. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une lacune de la législation en matière de sécurité alimentaire. Il y a la loi Egalim qui avait été mise en place, mais elle privilège plutôt l'aide alimentaire de l'Union européenne, de l'État, mais bon, surtout des associations. Donc, on voit qu'il y a un peu quand même un désengagement de l'État. Donc, voilà. Donc, ce droit-là, il est pas appliqué sur le terrain. La France a plutôt choisi un modèle alimentaire qui favorise le complexe agro-industriel. Donc, moi, enfin, je pense que ça devient vraiment important quoi, d'utiliser ce droit à l'alimentation comme outil de transformation sociale. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Et donc voilà, au vu de tout ce qu'on vient de dire, quelle piste
on pouvait explorer. Et voilà, donc en fait, construire une organisation démocratique du système alimentaire inspirée de l'héritage de la sécurité sociale. J'insiste sur le mot inspiré parce qu'on ne va pas pouvoir faire un copier-coller. Voilà, donc on va passer après au slide suivant. Je vous invite vraiment, personnellement, je n'ai pas pu voir le film de la sociale. Il paraît que c'est un magnifique film qui raconte à l'origine comment était la sécurité sociale. Parce que c'est plutôt là-dessus qu'on voudrait se décaler, pas la sécurité sociale actuelle, hein. Mais comme elle était dans les années, enfin au début quand elle était mise en place. Voilà, donc là, on va vous passer techniquement comment ça marche. C'est un petit film de 2 minutes qui va vous expliquer comment le fonctionnement se déroule. Les différentes crises sociales ou climatiques ces derniers temps ont montré que le système alimentaire tel qu'il existe ne répond pas aux besoins en alimentation de la population en général. D'un côté, on a des paysans qui ont du mal à tirer un revenu de leur activité. De l'autre, de plus en plus de personnes sont dans la précarité alimentaire. On constate que le droit à l'alimentation n'est absolument pas respecté. Pourtant, il existe depuis 1948. Ce droit à l'alimentation, ce n'est pas le droit à être nourri, c'est le droit d'avoir une alimentation choisie, ce qui aujourd'hui n'est clairement pas le cas, puisque toutes ces personnes en précarité alimentaire doivent recourir à l'aide alimentaire. À la Conf, on travaille sur la proposition d'une 6e branche de la sécurité sociale, celle de l'alimentation, qui reposerait sur 3 piliers. L'universalité, le financement par la cotisation et le conventionnement par la démocratie dans l'alimentation. L'universalité, c'est un accès pour tous à une alimentation choisie. Le financement par la cotisation, c'est un financement où chacun finance selon ses moyens pour recevoir selon ses besoins. Le conventionnement, c'est la sécurité d'un revenu pour tous les paysans. C'est un contrat entre le producteur et celui qui mange. Le conventionnement permettrait de sortir les prix agricoles du marché. C'est d'un côté des citoyens qui se réunissent en assemblée collective pour décider librement de leur alimentation. Et d'un autre côté, des paysans et des paysannes qui sont assurés d'avoir des débouchés pour leur production à un prix rémunérateur. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une vraie piste solide pour une alimentation choisie pour tous, mais surtout pour la sécurité du revenu de tous les paysans et de tous les paysannes producteurs d'alimentation. Voilà, j'espère que ça a déjà éclairé. On va reprendre tranquillement chaque point. Voilà, donc ce qui est important, donc c'est vraiment la base du fonctionnement de ce système, c'est donc les 3 piliers. Ça, vous en entendrez beaucoup parler dès qu'on va parler de la SSA. Donc le premier, c'est l'universalité, c'est-à-dire elle s'applique à toutes et à tous sans distinction. Donc, les plus aisés, les moins aisés, il n'y a pas de stigmatisation des bénéficiaires, il n'y a pas d'exclusion de discrimination. Dans l'idéal, hein, je veux dire, pour l'instant, on en est au stade d'expérimentation, mais on verra ça plus tard. Et donc, l'universalité va garantir sa force et la légitimité de la mesure. C'est ça qui va faire la force de ce choix. Et alors, le deuxième pilier, c'est le financement par la cotisation sociale. Et donc, donc à terme, avec une indépendance vis-à-vis des banques et de l'État. Gilles, je ne sais pas si tu veux en dire plus par rapport à ça. Il y a une petite vidéo qu'on vous laissera plutôt voir parce qu'on pourra avoir accès en replay. Et elle est un peu longue, mais elle est très... Enfin, longue, peut-être trop longue pour la présenter maintenant. Mais comme vous aurez accès, vous pourrez la visionner. Gilles, est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur le financement? C'est un peu le point le plus... Ouais. En Vas-y. fait, l'idée du financement par la cotisation sociale, c'est que l'argent, il ne vient pas des impôts, donc il passe pas par l'État, et il ne provient pas de la dette non plus. Donc on ne demande pas aux capitalistes de prêter de l'argent selon leurs termes. L'argent, en fait, c'est un salaire socialisé qui est prélevé sur la richesse produite par les travailleurs et travailleuses, donc des entreprises,
et qui est assigné à, on connaît pour la santé, mais du coup, en l'occurrence, ce serait pour l'alimentation. Et c'est important cette différence puisque comme c'est l'argent qui est créé par les travailleurs et travailleuses, il est aussi aux mains des travailleurs et travailleuses. Et donc là, ça fait le pont avec le troisième pilier. Je te laisse continuer si tu veux, Sandra. Ouais. Voilà. Et dans le troisième pilier, donc, c'est le conventionnement des produits alimentaires. Donc, produits alimentaires ou aussi producteurs, points de vente, commerce. Donc, voilà, c'est démocratique. Donc, c'est vraiment un groupe de citoyens qui va choisir selon un cahier des charges, quel producteur, quel commerce, voilà, euh, va pouvoir faire partie du choix, enfin, va pouvoir fournir donc de l'alimentation. Et ça permet aux citoyens de reprendre la maîtrise de la chaîne alimentaire. Voilà, ça sera un peu plus clair. Il y a des slides qui vont peut-être clarifier tout ça. On peut passer à la suivante. Voilà, donc là, concrètement, comment ça marche? Alors, il y a les participants donc, qui financent le système en cotisant auprès de la caisse. Donc, ça se fait voilà, soit selon en pourcentage d'un revenu. Pour l'instant, je précise juste qu'on est au stade d'expérimentation. Et voilà, j'ai vu certaines caisses, par exemple, qui faisaient aussi en don libre. C'est-à-dire que chacun enfin, voilà, était en souveraineté, il mettait ce qu'il pouvait. Ou alors, ça peut être un pourcentage. Donc, ils mettent tout ça dans une caisse. Les caisses locales collectent les cotisations pour ensuite, après, les redistribuer aux participants. Donc, prenons un exemple. Il peut y avoir une personne voilà, qui a peu de moyens, peu de revenus. Je ne sais pas, il va peut-être verser 10 euros et la caisse locale va lui reverser, enfin, tout le monde va recevoir 150 euros pour une personne. Donc, ça va contrebalancer avec une personne qui a peut-être les moyens et qui, lui, va cotiser, je ne sais pas, 200 euros par mois. Et lui va aussi recevoir 150 euros. Donc, ça, c'est pour une personne seule et une personne supplémentaire, c'est 75. Voilà. Et donc, ces personnes-là qui ont reçu 150 euros pour le mois ne peuvent que les dépenser dans des endroits conventionnés ou des produits conventionnés. Donc, auprès de producteurs, de commerces, voilà, qui ont été choisis démocratiquement par un groupe de citoyens dont les caisses locales s'organisent quoi, pour que ça soit décidé. Voilà, on peut passer à la suivante. Et donc, oui, j'ai peut-être oublié de préciser, c'est-à-dire que tous les producteurs, donc comment on les choisit aussi, il y a plein de points. Il faut qu'il y ait une éthique par rapport, donc est-ce que c'est pas forcément bio, mais au moins soit raisonné, qu'il y ait une éthique derrière, qu'elle soit humaine, qu'elle soit au niveau voilà, l'utilisation des produits, enfin la façon de travailler. Euh, donc c'est vraiment un cahier des charges pour être conventionné, hein. Mais c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément un label bio ou autre. Enfin, il peut être choisi aussi, mais voilà, on peut passer à la suivante. Donc, ouais, par où commencer? En fait, j'aurais dû changer la phrase. J'aurais dit par où continuer, parce qu'en fait, c'est déjà en place. Il y a déjà, on verra dans la slide suivante, il y a déjà pas mal de villes, il y a une quarantaine d'expérimentations. Donc, c'est une réalité, je veux dire, il y a déjà quelque chose qui est fait sous forme d'expérimentation, d'accord? Mais qu'est-ce qui est important maintenant? Moi, je pense que c'est diffuser l'information. C'est important. Moi, je le fais avec les voisins, je l'ai fait avec l'agriculteur du coin. Il y a vraiment des gens qui sont pas encore au courant de cette sécurité sociale alimentaire. On commence à en parler dans les journaux.
Il y a le Nexus qui a sorti un article. Il y a la revue Dardar aussi. Donc, tout ça, je vous ai mis dans le lien après. Après, donc, c'est former les citoyens engagés ou encore mieux, ou s'auto-former. Je pense que c'est important de pouvoir creuser le sujet. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et après, bon, Gilles nous en parlera un tout petit peu plus dans les slides. C'est donc, nous parlera des expérimentations d'éducation populaire et du rapport de force. Et après, évidemment, évaluer, hein. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui en sont au stade d'évaluation et qui, par la suite, ont agrandi encore le groupe. Voilà, on peut passer à la suivante. Sandra, il est 20h15. OK, merci. Voilà, donc là, je vous ai mis une carte avec un peu en gros les différentes expérimentations qui ont eu lieu, qui ont lieu. On parle beaucoup, celles qui sont médiatisées, c'est vraiment, il y a Montpellier et Dieulefit. Donc Dieulefit, Gilles va prendre la parole après parce qu'il est vraiment actif dans ce projet-là. Mais je pense que celui qui est un des plus médiatisés est Montpellier. Ils sont vraiment à jour. D'ailleurs, je vous ai mis le site. C'est aussi un des sites qui est très, très à jour, qui est très complet. Le site de Dieulefit, là où est Gilles, est aussi très, très complet, très intéressant. Après, voilà, on a Clermont-Ferrand, on a Bordeaux. Bordeaux, il me semble qu'ils ont démarré un peu sur ils ont beaucoup fait au niveau des étudiants dans les universités. C'était aussi très, très intéressant. Voilà, bon, il y a aussi Paris, il y a des plus petites villes, c'est aussi en milieu rural, à Cadenet, Lézignan, qui sont très actifs aussi, à Lyon. En Alsace, ils travaillent beaucoup avec des tiers financeurs. C'est assez intéressant, un peu différent des autres, j'ai trouvé. Euh, donc des partenaires. Et là, ils sont en train de faire des essais dans les quartiers de Strasbourg et de Mulhouse. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Lyon? Ouais. À Lyon, donc, ils ont fait une expérimentation de 6 mois. Et là, il y avait, je crois qu'ils vont élargir dans le 8e arrondissement. Ils sont à la recherche de nouveaux foyers. Et le questionnaire était à remplir avant mai 2025. Voilà, c'est un peu grosso modo que vous voyez. Il y en a une quarantaine. Voilà, Gilles, je te laisse la parole pour les quelques slides suivantes. Super. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer en détail sur Dieulefit, simplement pour vous dire qu'à Dieulefit, ça a démarré en 2021 l'expérimentation. D'abord avec une caisse de solidarité qui a fonctionné avec le système des 3 prix. Et en mars cette année, donc il y a 3 mois seulement, on a remplacé les 3 prix avec un système qui se rapproche de la cotisation de la location, comme le décrivait Sandra tout à l'heure. Voilà. Globalement, on aime bien se présenter comme c'est montré sur la slide là, à Dieulefit, suivant ces 3 axes, l'éducation populaire, le rapport de force et l'expérimentation. En fait, c'est des axes qui ont été, des leviers d'action qui ont été proposés par l'atelier paysan dans leur manifeste Reprendre la terre aux machines. L'idée, c'est que les 3 en fait, fonctionnent ensemble, c'est-à-dire d'expérimenter quelque chose de concret, ça permet de mobiliser les gens et de se mobiliser sur quelque chose de concret. C'est une occasion pour du coup monter en compétence sur les sujets qui nous intéressent, en l'occurrence la sécurité sociale, son histoire et tout ça, l'agriculture, l'alimentation, etc. Et puis le dernier levier d'action, c'est le rapport de force. Donc en fait, c'est l'idée qu'on ne fait pas une expérimentation juste sur son territoire, mais on a toujours en tête qu'on milite pour un projet de société plus global. Et du coup, ça veut dire qu'on est attentif à mettre de l'énergie pour être en réseau avec d'autres caisses, pour être par exemple investi dans le collectif pour une SSA, pour faire du plaidoyer, par exemple, du lien avec les parlementaires, etc., etc.
Voilà pour cette slide. Et ici, je vous ai simplement mis un petit historique que vous pourrez retrouver sur le diapo plus tard ou sur notre site. J'ai mis le lien dans le chat qui explique un peu les différentes étapes de la caisse. Donc, vous y verrez des soirées projections, discussions, le marché, des cantines populaires, etc. Vous retrouverez en fait sur le papier un peu ces trois axes que j'ai décrits plus tôt. Et je trouve que c'est une bonne manière c'est des bonnes pistes de direction en fait. Quand au début on ne sait pas trop par quel bout le prendre, la SSA, comment on fait, d'avoir un peu les trois aspects en tête, ça permet de structurer un peu la démarche et voilà, je trouve ça assez pertinent. Et puis enfin, dans cette dernière diapo, j'avais envie de souligner ce qui est assez caractéristique de la SSA. Donc la première chose, c'est l'autogestion par les mangeurs et les mangeuses. On parle vraiment de démocratie alimentaire. Et là, c'est un mode d'organisation politique qui n'est ni l'État social, donc la gestion par l'État, ni le capitalisme, qui est la gestion par le marché, mais c'est la sociale, c'est-à-dire un mode de gestion des ressources euh, qui est, euh, qui est fait par les citoyens et citoyennes, en l'occurrence les mangeurs-mangeuses. Un deuxième point assez intéressant par rapport à la SSA et qui renverse un peu les repères qu'on a habituellement par rapport à la société capitaliste, c'est la planification de l'économie par la demande. C'est-à-dire que dans le système de marché actuel, en fait, c'est l'offre qui conditionne le marché. Donc, ça veut dire s'il y a de la demande pour des produits bio, par exemple, ça va tirer l'offre du bio vers le haut. Mais s'il y a plus de demande parce que les gens ont plus les moyens à cause de l'inflation ou X ou Y raison, parce que c'est moins soutenu par les subventions de la PAC ou des États et des choses comme ça, du coup, le bio baisse et c'est pas du tout transformateur de la société. C'est juste une niche dans un marché, en fait. Et là, avec la SSA, on veut inverser la logique. Donc, non pas passer par l'offre, mais passer par la demande. C'est-à-dire que c'est les mangeurs-mangeuses elles-mêmes qui se mettent d'accord ensemble pour dire, par exemple, à Dieulfi, les critères, je vous les donne, pour le moment, c'est soit des aliments bio ou en conversion bio et qui sont locaux, c'est-à-dire produits dans un rayon de 80 km. Et bien, du coup, les cotisants à la caisse, avec leur allocation, ne pourront acheter que ces produits-là, qui seront les produits conventionnés. Et puisque avec la logique de la solidarité des cotisants qui avant n'avaient pas les moyens de s'acheter ces produits frais et locaux, aujourd'hui peuvent se le permettre puisqu'ils touchent une cotisation. Euh, du coup, ça encourage des agriculteurs à s'installer avec ces critères-là, puisqu'il y a un marché qui n'existait pas avant, en fait, et à qui ils vont pouvoir vendre leurs produits. Donc là, je caricature un peu, à Dieulfi, on n'en est vraiment pas à ce stade-là, mais c'est un peu pour mettre dans les grandes lignes un peu ce vers quoi on tend. Et par la suite, on peut même imaginer, du coup, pouvoir mieux gérer les installations d'agriculteurs et d'agricultrices. Par exemple, si on sait qu'il y a, je sais pas, à Dieulfi, on est 3000 habitants, habitantes, par exemple. On sait qu'on mange en moyenne tant de kilos de patates par foyer par an. Et ben, on peut commencer à se dire, sur le territoire, on a besoin de tant de tonnes de patates dans l'année et on se les répartit entre différentes fermes. Enfin, voilà, on peut après pousser un peu la logique plus loin. Un troisième point, c'est le financement et la distribution des richesses par la cotisation sociale. Donc, ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ici, c'est intéressant de voir qu'on parle de distribution des richesses et non pas de redistribution. Parce que quand on redistribue, ça veut dire qu'il y a un intermédiaire qui, du coup, donne un peu sa loi, dicte un peu sa loi. Ici, on distribue, donc c'est notre richesse
qu'on se distribue comme on l'entend. Et un dernier point, c'est la solidarité face au risque. Donc là, on est vraiment dans un projet de société communiste, en insistant sur le commun. Et en fait, quand on se penche sur l'histoire de la sécurité sociale, telle qu'elle a été développée, enfin mise en place en 45-46, c'était un projet qui était porté par les communistes, en particulier Ambroise Croizat. Et voilà, du coup, c'est un mot que j'aime bien remettre à jour là. Et donc, comme je t'ai décrit, ça bouscule complètement les repères du modèle capitaliste libéral, que ce soit le financement, la gestion, le mode de décision. On est vraiment sur une autre planète. Et, euh, et, euh, et le but de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est bien de transformer le modèle agro-industriel et de ne pas se contenter, comme le constat du bio, c'est que voilà, c'est qu'une niche dans un marché. Donc ni de ça, ni d'expérimentation locale, mais qui ont du mal à se mettre en réseau, par exemple, et à transformer la société plus largement. Voilà. J'ai mis, pour finir, la photo du livre dont je parlais tout à l'heure, de l'atelier paysan, Reprendre la terre aux machines, que je recommande. J'ai terminé. Merci Gilles. Et là, je passe la parole à Myriam qui va juste nous parler de la proposition de loi. Myriam, tu nous entends? Voilà, j'ai remis mon micro ouvert. Oui, alors bon, bah voilà, tout a été dit, hein, tout a été dit. Je vais pas rajouter grand-chose, mais suite effectivement à tout ce travail qui est fait depuis 6 ou 7 ans, voire plus, par les acteurs locaux, par différents réseaux comme ça, il y a un député écologiste qui s'appelle Boris Tavernier, à savoir que c'est le cofondateur du réseau VRAC, donc il connaît quand même le problème, qui a fait déposé une proposition de loi en octobre 24 avec un projet qui était normalement pour une expérimentation sur une vingtaine de territoires pendant 5 ans, bon, qui était budgétisé à 15 millions d'euros, qui a été débattu à l'Assemblée nationale en février de cette année, mais en fin de journée, après avoir fait traîner par certainement d'autres sujets et qui a très vite été vu, qui a été rejeté sous prétexte que ça coûtait cher, que on n'avait pas fait le bilan suffisant des Restos du Cœur, etc., de tout ce que déjà l'État faisait pour l'alimentation, et que donc ça a été refusé. Mais je pense qu'avec tout ce qui a été dit, hein, la malnutrition alimentaire, il y a quand même 16% de Français qui sautent un repas, etc., etc. Il est assez facile de démontrer que le coût de la malnutrition aujourd'hui, augmentation des maladies cardiaques, du diabète, de l'obésité et tout ce qui s'ensuit, évidemment revient bien plus cher à la société que ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce projet, d'autant plus que, comme l'a souligné Gilles et Sandra, ce qui est intéressant, c'est tous les liens sur le territoire qui se créent par rapport à cette sécurité sociale alimentaire. Il y a même des endroits où c'est fait payer par, et ça pourrait être étendu par ce qu'on appelle la monnaie locale, hein, qui est une monnaie citoyenne. Et c'est donc une économie qui revient sur le territoire pour l'instant, hein. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça supprime évidemment toutes les grandes fermes de 1000 vaches et autres, enfin toutes les trucs, toutes les immenses productions comme ça, pour revenir à quelque chose où, comme le disait aussi Gilles, il faudrait une complémentarité, bien sûr, dans la production. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse des pommes de terre, il ne s'agit pas, voilà. Donc il y a une intelligence du territoire qui est mise en œuvre, des liens de territoire, les commerçants enfin les agriculteurs se connaissent entre eux, les habitants vont voir ces agriculteurs, l'économie reste dans le territoire et, euh, et une égalité, si on peut dire comme ça, qui est quand même plus juste par rapport à ça. Donc voilà, donc malgré le premier échec de cette loi, bon, dont d'ailleurs Boris Savernier savait bien qu'elle allait probablement pas passer vu le contexte politique actuel, on peut espérer, et on voit d'ailleurs que c'est repris par beaucoup d'assemblées citoyennes dans bien des communes, et que c'est de plus en plus discuté entre citoyens dans les petites communes rurales plus particulièrement,
Donc, on peut même le faire au niveau effectivement des habitats partagés, hein, voilà, c'est possible aussi. Donc, bah, la seule chose sur laquelle je pourrais conclure, c'est que personnellement, je reste tout à fait optimiste. Et puis, bien sûr, bah, j'appelle à ce que ça puisse se créer un peu partout avec des assemblées citoyennes qui gèrent cela. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Je remercie Sandra particulièrement et Gilles pour leurs interventions. Et puis voilà. Merci Myriam pour ton intervention. San- C'était... Merci Myriam. Sandra, il est 20h30. Ouais, ouais, bah voilà, bah on arrive gentiment au bout. J'aimais bien ce mot de la fin. Donc, c'est vraiment donc la sécurité sociale incarne la résistance à un système en bout de course. C'est ce que, voilà, Myriam, tu as encore bien appuyé dessus. Et c'est aussi l'image d'un souffle transformateur qui se lève. Euh, pour moi, la SSA, c'est un véritable projet de transformation sociale. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et là, je tiens vraiment à dire et que ce projet ne pourra advenir que s'il est connu et désiré. Donc, voilà, j'aimerais rester sur ce mot de la fin. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, là, je vous ai mis quelques liens. Le premier, donc, c'est la SSA dont je vous ai parlé tout au début. C'est un peu vraiment le site officiel de la sécurité sociale alimentaire. Après, il y a des liens de la caisse alimentaire de Dieulefit, de Montpellier, celle d'Alsace, qu'ils ont appelée Mutuelle Alimentation d'Alsace. Je vous ai mis aussi un lien sur, c'est Le Vent se lève, c'est des journalistes de l'utopie à la réalité. Je me suis beaucoup basée là-dessus, j'ai trouvé très intéressant et était bien décrit. Il y a un lien aussi sur Reporter, voilà, un petit article sur la SSA qui était intéressant. Et donc les coordonnées donc des revues, la revue Nexus d'avril-mai de cette année, à table citoyen, et Dardar qui a fait je sais pas, il est peut-être un peu, enfin moi je ne connaissais pas cette revue, mais je suis tombée dessus, qui est vraiment très complet. Il y a 20 ou 30 pages rien que sur ce sujet-là, donc qui vient de sortir. Voilà. Alors, bon, ce qui a été mis en place, donc vous aurez le replay du Zoom interne enregistré. On a enregistré donc cette session, donc vous pourrez passer en replay. Autrement, il y aura le support écrit avec les références. Et donc, on vous invite aussi à la soirée du 19 juin, aussi pour un partage sur les autres initiatives. Hein, on a vraiment approfondi la sécurité sociale, mais il y a aussi tout plein d'autres initiatives locales et on parlera aussi un peu du PAT, du projet alimentaire territorial. Et donc, Oui, Sandra, tu disais tout à l'heure, tu disais que cette soirée aurait lieu à la même heure, et puis je suppose sur une invitation qui sera transmise plus tard, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, pour ceux qui ne font pas partie de l'association des passages, s'ils veulent y assister, envoyez-moi. Je sais qu'il y a certaines personnes de Dordogne, vu que je suis en Dordogne. Et voilà, si jamais ils sont intéressés, vous pouvez m'envoyer juste un petit mail et je vous enverrai le lien. Et autrement, pour tous les gens qui font partie des passages, ils auront la newsletter ou un mail. je crois qu'il y aura aussi une annonce sur Éco-Village Global, il me semble. Ah oui, 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 c'est c'est vrai. ça, c'est Oui, ça. c'est bien. Merci d'avoir. Puis, je voulais dire que le replay du Zoom, il sera sur la chaîne YouTube de la CMA. D'accord, ouais. Super. Alors voilà, donc ça c'était la présentation technique. Je pense qu'en premier, on pourrait peut-être juste répondre aux questions, peut-être juste clarifier certaines choses qui n'ont pas été claires. Ou Oui, il y a des questions. Sandra. Isabelle avait posé une question. Gilles y a répondu. Est-ce que la réponse te va, Isabelle? Est-ce que Gilles, tu veux ajouter quelque chose? C'est au sujet des prélèvements sur le travail. Isabelle, Gilles, ou c'est clair? Bon,
J'ai rien Eh ajouté bien, de plus. Ce serait bon, peut-être parfait. de partager la question d'Isabelle à tout le monde et la réponse de Bien Gilles. sûr, bien sûr. Alors, la question d'Isabelle, c'était, voilà, la cotisation sociale serait-elle seulement prélevée? Il y a de l'écho. C'est maman qui m'a appelé comme ça très tôt. Merci de couper vos micros pour, Je l'ai voilà, fait, je pour l'ai qu'on fait. s'entende mieux. Ah d'accord, merci. Donc Isabelle pose la question, la cotisation sociale serait-elle seulement prélevée sur le travail ou bien aussi sur d'autres revenus, type revenus financiers par exemple? Et donc Gilles répondait en disant que apparemment les prélèvements se feraient sur la richesse produite par les entreprises, donc par conséquent pas sur les revenus financiers. Si vous avez des questions, bien sûr que c'est le moment. Enfin, Sandra, je parle sous ton contrôle, si je puis dire. Et puis à ce moment-là, vous pouvez lever la main parce qu'il y a peut-être plusieurs questions qui vont venir en même temps. En espérant que je les verrai. Florent. Ouais. Bonsoir, Alors, c'est c'est pas Florent. Diana, c'est sa compagne. Voilà, merci Diana, beaucoup vas-y, à toi. Sandra, merci beaucoup Gilles, merci à vous tous en fait. Alors moi je viens de débarquer, c'est Sandra qui nous a amenés parce qu'on est en Dordogne et donc on s'est rencontrés comme ça lors d'une de nos réunions et je voulais juste, comme comment dire, on s'est connecté un peu tard. Peut-être que vous avez présenté ce que c'est exactement la SSA, c'est-à-dire que moi ce que j'entends c'est que c'est de l'argent qui existe déjà, c'est ça, et qui pourrait être redistribué autrement. Mais j'ai eu beaucoup du mal à suivre, sachant qu'il me manque à la base quelque part. Si vous pouvez juste me reformuler ça, s'il vous plaît. Gilles, tu veux le faire d'une manière rapide? Euh, c'est de l'argent qui existe puisque les profits des patrons sont immenses. La cotisation sociale, en fait, on prélève, finalement, on grignote sur les profits des patrons. Donc l'argent, il existe. Et, et du coup, je réinsiste sur le fait que c'est pas de la redistribution, mais c'est bien de la distribution, puisque c'est les mangeurs-mangeuses qui gèrent directement l'argent qu'ils et elles produisent. Et c'est pas, il n'y a pas d'intermédiaire, que ce soit un État ou un patron. Donc si je comprends bien, c'est de l'argent qui existe déjà dans la sécurité sociale, c'est ça? Est-ce À la que, caisse? Christine Rose, est-ce que tu voudrais bien repasser juste le slide concrètement? Je pense que ce sera plus simple, tu vas Oui, comprendre. pardon, excusez-moi. C'est Quel slide tu voudrais que je partage? Concrètement, tu sais, avec celle qui paye à la caisse, avec le producteur et tout ça, où il y a la petite image, ça doit être la, je sais pas, la 9 ou... Tu vois laquelle? Ouais. On a passé 30 minutes, d'Anna à Diana à expliquer, donc Non, non, mais on est arrivé à la 5e minute, mais j'ai pas tout suivi, j'ai pas pu comprendre. Ok. Mais c'est pas grave, hein. On en reparlera en dehors de ça. Merci. attends, voilà, celle-là, là, tu l'as vue, cette slide? Celle-là. Hop, J'ai pas voilà. l'impression qu'elle s'affiche. Non, Non, ça elle est, s'affiche elle est pas. blanche pour l'instant. En gros, ce que je comprends, c'est que la caisse d'assurance maladie, c'est ça, la caisse de la sécurité sociale, a un volet qui... Non, non. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, on appelle ça sécurité sociale, mais on n'a pas de lien avec la sécurité sociale. Ah bon, donc On j'ai rien s'appelle, compris. Ok. on s'appelle sécurité sociale parce qu'on s'inspire de la sécurité sociale, mais pas Ok. comme elle est aujourd'hui, parce qu'elle a été très détricotée en fait avec le temps, et en particulier D'accord. depuis 1967. On s'inspire de comme elle était à l'origine et des Hmm, principes qui l'ont fondée. très Donc, bien. Ouais.
l'horizon, c'est la cotisation sociale et tout ça, donc c'est ce que je disais juste avant. Et après, à l'échelle locale, chaque expérimentation bricole un peu à sa manière pour faire fonctionner une caisse de solidarité. Ok, Voilà. merci. C'est plus clair. Xavier, tu avais levé la main. Si c'est toujours le cas, à toi. Oui, merci. Plusieurs petites réactions. J'entends l'idée que les patrons ont de l'argent, etc. Mais euh, pour l'instant, je crois qu'on en est plus au stade de caisse de solidarité. Et donc, les cotisations, ça se fait sur une base volontaire, plutôt au niveau de ce qui reste pour les travailleurs ou travailleuses ou les mangeurs et les mangeuses. Euh, Voilà, il y a deux questions que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de faire émerger concrètement quelque chose, et j'ai le sentiment qu'il faut réussir à trouver des groupes de plus en plus larges de gens qui sont volontaires pour ça, parce ils y voient un intérêt euh, philanthropique, certes, mais probablement aussi leur intérêt, euh, notamment d'accéder à une nourriture meilleure et de meilleure qualité. Nous, on l'a fait sur une toute petite base, puisqu'on est un écolieu avec 7 foyers, quoi. Et on le fait sur cette base-là. Je me demandais à Diolfi notamment combien de personnes cotisent et combien de personnes, en quelque sorte, bénéficient de la sécurité sociale de l'alimentation dans la caisse qui a été mise en place là-bas. Et troisième question, moi, c'est est-ce que ce serait imaginable de faire quelque chose comme ça sur le réseau de la commutatrice, où finalement, il y a un certain nombre d'écolieux avec des gens qui sont euh, sensibles à ça. Et je me dis, finalement, puisque c'est une caisse de solidarité pour l'instant, la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est il n'y a pas grand-chose en fait qui nous empêche de le faire, de dire, bah voilà, nous on se mutualise et puis on cotise et en plus, dans les habitats participatifs et les écolieux, souvent, il y a quand même une économie assez nette sur le coût du logement qui est faite, donc ça te libère de la ressource pour ça. Donc ça fait peut-être beaucoup de questions, mais la principale, c'est combien de personnes à Diolfi, selon ceux qui pratiquent déjà la SSA dans les caisses, qu'est-ce qui nous empêche de monter les caisses locales ou des caisses sur des réseaux tels que les réseaux d'habitat participatif. Alors bien sûr, après, avec la dimension conventionnement qui peut venir secondairement. Voilà. Ok, merci. Par rapport à la cotisation, c'est vrai que en fait, on utilise des mots, mais qui ont pas forcément leur sens comme ils devraient. Comme on parle de sécurité sociale, mais en fait, on n'a pas de lien avec la sécurité sociale. La cotisation, c'est la même chose. Effectivement, à l'échelle des expérimentations locales, c'est une contribution volontaire en fait des personnes, puisque la cotisation sociale, elle n'est pas prélevée sur le salaire net, elle est prélevée sur les entreprises. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement, c'est pas vraiment de la cotisation. Nous, on aime bien utiliser le mot de cotisation parce que ça le fait vivre, ça nous permet de nous poser des questions et ça permet d'aller du coup après sur l'aspect plus éduc-pop, de chercher, tiens, c'est quoi en fait, ça vient d'où, tac, tac, tac. J'ai aussi entendu ta question pour comment, enfin, il me semblait avoir compris comment est-ce que les personnes aisées sont prêtes à payer plus pour la solidarité, en fait, pour faire fonctionner les caisses. Et ben ça, effectivement, ce qui peut jouer, c'est de se dire que quand on investit un peu, par exemple, si moi je donne 150 euros et je reçois que 100 euros d'allocation, je sais que l'argent que je donne à Diolfi et alentour, il est fléché vers des producteurs ou des points de vente qui font tourner une économie bio et locale. Donc, je participe comme ça à la transformation du territoire, au projet politique qui est en train de se construire, etc. Donc, on a une petite série d'arguments comme ça qu'on peut mobiliser. À Diolfi et alentour, là, depuis mars, on était d'abord 15 cotisants en mars, 65 cotisants en avril et on est 85 cotisants en mai. Quand je dis cotisants, en fait, c'est des foyers cotisants.
Donc voilà pour ce qui est de mai. Et ensuite, par rapport au réseau, peut-être Sandra, tu veux en dire un mot par rapport à la CMA? Ouais, bah ça, c'est vraiment à discuter ensemble. Je voudrais juste d'abord préciser aussi par rapport au financement. J'ai quand même vu qu'il y avait pas mal de caisses qui sont en cours d'expérimentation, qui sont autonomes à entre 48 et 52%. Hein, il faut imaginer que le reste, c'est soit des subventions, des dons ou autres. Je pense qu'en Alsace, ils ont justement ils ont des partenaires, je crois qu'ils ont même des employeurs qui cotisent aussi. Donc pour l'instant, on n'est largement pas autonome à 100%, on est encore dépendant de financement sous forme de dons il y a Carasso, je crois aussi, qui est une fondation qui permet que le système puisse être expérimenté. Donc voilà, à long terme, je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu ou autre. Moi, d'après ce que j'ai compris, il y a pas non plus une volonté d'aller rapidement vers quelque chose. Je pense que c'est vraiment un système qu'il faut qu'on expérimente. Je veux dire, pour l'instant, il n'y en a qu'une quarantaine. Je ne crois pas qu'il faille être pressé de mettre tout ça en place, mais expérimentons d'abord. Il y a différents moyens. Il y en a qui utilisent des fois la monnaie locale, il y en a, c'est sur don libre, il y en a, voilà. Et je pense que c'est important de prendre ce temps-là aussi pour mettre les choses en place. Et ça crée vraiment, ce qui est important aussi, c'est de créer du lien. Et créer du lien entre des couches sociales qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de faire des choses ensemble. J'ai lu, il y a dans des quartiers à Montpellier où ça a permis de mettre en lien des classes qui ne se côtoyaient pas forcément. Et ça a permis aussi à certaines personnes de se sentir vraiment impliquées, écoutées. Et socialement, je trouve ça vraiment très important. Voilà. Sandra, Petite, Sandra, il est petite- 20h45. Pardon, il est 20h45. Quelqu'un voulait prendre la parole, mais il y a le Hameau des Buis qui a levé la main depuis longtemps. Et puis ensuite, Valérie. Ouais. Diana, je ne sais pas si tu as relevé la main ou si tu ne l'as pas baissée de tout à l'heure. Par contre, voilà, bon, on Oui, a ça veut dire quoi? Oui. Oui. on n'a pas Oui, répondu à la question par rapport à la CMA. Ah oui, sur la façon, enfin, sur l'opportunité et la possibilité de faire quelque chose à la CMA, c'est ça? Oui, alors là, moi, j'ai pas été, disons, si loin. Je pense que c'est vraiment un travail qu'on pourrait faire si on est plusieurs à vouloir le faire. Je pense qu'on peut aller plus loin et voir ce qu'on peut mettre en place. Mais je dois dire, je ne sais pas si Gilles a un autre point de vue là-dessus, mais voilà. Moi, Moi, j'ai une j'ai pas toute été. petite remarque complémentaire sur ma question, c'est que nous, on est donc une micro-caisse de 7 foyers qui va grandir. Et c'est vrai qu'on pourrait grandir avec la CMA, mais on a un intérêt, même pour ceux qui cotisent plus que les autres, c'est qu'en fait, ça nous donne accès à des achats groupés aussi quand même. Et du coup, malgré tout, à des réductions de prix et à plein de bénéfices dans le fait que du coup, on a une gestion très simplifiée de l'alimentation sur place puisque tous les achats sont groupés. Et donc, il y a quand même un intérêt, même pour ceux qui cotisent plus, du fait justement que c'est fait en habitat participatif. C'est pour ça que je me dis que la CMA pourrait être un vecteur assez intéressant de développement d'une caisse. Et au fond, bah, nous, on est déjà 10% de la caisse de Diolfi. Des habitats participatifs comme le nôtre, il y en a plein, quoi. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Moi, si je peux intervenir, je serais intéressée que Gilles nous dise quelle est la plus petite cotisation à Diolfi, quelle est la plus grande et quelle est la location. Si vous êtes 85, donc entre quoi et quoi ça cotise et qu'est-ce qui est reçu par chacun. Ça va? L'allocation minimum, c'est 100 euros pour un foyer d'une seule personne. Et la cotisation la plus petite, c'est 40 euros. Et la plus grande, c'est 200 euros.
pour recevoir donc 100 euros. Et ça, ces choix, ils ont été faits par le Conseil local de l'alimentation. C'est un groupe d'une vingtaine d'habitants et d'habitantes du territoire qui sont réunis pendant 1 an pour se former, puis ensuite pour prendre des décisions sur le fonctionnement de la caisse, en particulier la cotisation et les critères de conventionnement. Donc, quels sont les produits qu'on peut acheter avec son allocation. Et vous avez avec 85 cotisants et des cotisations qui vont de 40 à 200 euros, vous avez un total de combien sur le mois? Ben, faut faire la moyenne. Est-ce que vous arrivez aux 8 500 euros qui sont redistribués? Effectivement, enfin là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais si on se dit qu'il y a 100 euros par foyer cotisant en moyenne, effectivement on arrive à 8 500 euros chaque mois qui sont fléchés vers les produits conventionnés du territoire. Oui, mais ma question c'est, est-ce que vous arrivez à les réunir avec vos cotisations, avec les 85 Ah oui, allez, ok, ça marche. Ouais, ouais. Et ben, ça fait le lien avec la question des financements aussi. C'est-à-dire que effectivement, chaque caisse est très différente, chaque expérimentation est très différente. Et par exemple, le monsieur qui prenait la parole juste avant partageait un fonctionnement euh, qui peut être un prémisse ou je sais pas si j'ai plus si vous vous appelez sécurité sociale de l'alimentation, etc. Mais pourquoi pas? Et ça, c'est super intéressant. En fait, à partir du moment où on respecte les 3 piliers de la SSA qu'on a présenté dans le diapo, on peut aller de l'avant et en expérimentant de plein de manières. À Diolfi, par rapport au financement, on a fait le choix de séparer le fonctionnement de l'asso d'un côté, donc tout ce qui est paiement des salaires, remboursement des frais, et tout ça, et la caisse de solidarité elle-même, dans laquelle on n'accepte pas de subvention. Donc la caisse, en fait, elle est autofinancée par la solidarité et on travaille à pouvoir intégrer la participation d'organismes sociaux comme la MSA qui pourraient cotiser, entre guillemets, pour leurs allocataires et aussi permettre la participation d'entreprises qui voudraient cotiser pour leurs salariés. Donc, pour répondre à la question, euh, euh, la caisse, elle est plus ou moins. Enfin, la caisse, globalement, elle fonctionne sur la solidarité vraiment des cotisants. Donc, c'est les cotisants qui payent plus, qui compensent pour les cotisants qui payent moins que leur allocation. Et on s'est donné un matelas de sécurité, enfin, comment dire, une marge en fait, pour pouvoir accueillir dès le début de l'expérimentation des personnes qui auraient moins de moyens. Et donc aujourd'hui, enfin, la caisse était excédentaire en mars et en avril, et en mai, elle est déficitaire. Merci Gilles. Valérie, et puis ensuite Christian et Lénie, et puis ensuite Diana. Valérie, à toi. Alors, des petites remarques par rapport à l'intervention de la CMA. À partir du moment où il y a un référencement des producteurs, moi je pense que la CMA elle peut jouer un rôle important sur le partage d'expérience, sur la réflexion, mais que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir porter à un niveau plus large, tout simplement parce qu'il faut connaître le territoire pour pouvoir référencer les producteurs. Et ça, au niveau de la CMA, ben voilà, ça semble plus compliqué, me semble compliqué. Une autre réflexion, c'est en voyant la présentation qui était très intéressante, où on parle d'éducation populaire, etc. Je me dis, ce discours-là, tel qu'on l'a partagé ce soir, il n'est pas communicable auprès d'un public populaire. Alors, quelles sont les expériences ou quels sont les outils ou quels sont les vecteurs qui ont été expérimentés véritablement sur un territoire populaire? Voilà. Merci Valérie. Sur cette question, Sandra ou Gilles?
Je sais pas, qu'est-ce que tu entends que c'était pas communicable? C'est à quel niveau, je veux dire? C'était. En termes de vocabulaire, le type de schéma. Moi, je travaille en milieu populaire, hein, je suis enseignante. La question de la sécurité alimentaire, elle est très importante, mais on aurait à décliner ça dans le quartier où je travaille. Il va falloir sacrément adapter le discours, la façon de présenter. Et je me disais, alors, ce qui était tout à fait adapté pour nous ce soir, est-ce qu'il en existe des déclinaisons plus socialement partageables? Alors, je sais que je suis tombée sur un article justement où quelqu'un disait que c'est un peu le point faible, c'est-à-dire que dans les comités ou autres, c'était pas toujours facile d'avoir des personnes de la classe populaire. C'était pas forcément eux qui avaient accès à certaines choses et que c'était un point qu'il fallait travailler et qui était pas facile. Et ça, c'est clair et net. Après, Gilles, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de moyens de communication ou autre, je suppose. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu, c'est ce que j'ai témoigné tout à l'heure, Valérie, c'est que j'ai vraiment lu des belles choses où ça donnait vraiment une dignité à des personnes Oui, c'est qui ça. étaient vraiment dans la classe parce qu'ils se sont sentis entendus. Donc, je pense, je n'ose pas imaginer qu'ils n'aient pas fait quelque chose pour présenter. Je pense qu'il y a des soirées de présentation, dont Gilles pourra peut-être confirmer ou pas, mais je suppose qu'il y a vraiment des soirées de présentation accessibles à tout le monde. Est-ce que tu es au courant de ça, Gilles, ou parce que c'est vraiment le but, c'est de créer du lien entre toutes les classes sociales. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que même si on n'y arrivera pas à déposer ça au niveau enfin, si la loi de proposition est rejetée, mais continuons ces expériences, ça mettra que du lien entre. Alors, j'ai peut-être pas vu les côtés où c'était pas si positif que ça, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment, moi, je trouve ça, j'ai été très touchée, je trouve ça juste extraordinaire. Et ça veut dire que si un jour vraiment, je sais pas, l'accès à l'alimentation sera un peu plus difficile ou autre, je pense que c'est cette force-là qui vient d'en bas et qui va créer du lien et qui va créer ouais, vraiment, je sais pas comment dire, mais qui va nous sortir peut-être d'un pétrin. Parce que si un jour il y a un problème, les gens vont se reconnecter entre eux et pourront faire des choses. Je suis sûre, et c'est ça, cette grande force-là. Gilles, tu peux nous confirmer si. C'est un vrai sujet en fait, comment faire des liens avec des gens qui sont pas de notre milieu social, etc. sur le sujet de la SSA. À Dulphy, on est carrément pas plus avancé enfin voilà, sur le sujet que ça peut être ailleurs, j'imagine. Je voulais juste dire, en fait, ce qui marche pas dans la logique d'éducation populaire, c'est de parachuter un modèle SSA en disant c'est la solution qui va répondre à vos problèmes. Donc, que nous, ça nous parle et que finalement, on s'empare de ce sujet pour le faire vivre sur notre territoire et qu'on ait envie de se mettre en lien avec d'autres personnes pour partager ce qu'on fait et les inclure, etc., c'est une chose. Mais débarquer sur un territoire, ou plutôt, pour le dire autrement, la démarche plus d'EducPop, en fait, en arrivant sur un territoire qui ne porte pas de projet de SSA, si nous, on a envie de travailler sur les questions d'agriculture et d'alimentation, c'est de partir de ce dont les gens ont besoin, en fait, de ce qui les anime, ce qui les motive. Par exemple, j'avais entendu un retour d'expérience dans le cadre d'une distribution d'une asso qui distribue de l'aide alimentaire. En fait, une demande des usagers et des usagères, c'était de participer à la distribution. Donc, de ne pas avoir des bénévoles extérieurs qui choisissent pour leurs produits, mais que ce soit eux qui distribuent pour eux-mêmes les produits. Et donc, si on arrive avec des idéaux de la SSA, on peut se dire que ça va pas, ça va pas assez loin, ou c'est pas assez politique et tout. Mais en fait, c'est un moment où c'est une occasion en fait de se décentrer
de voir que c'est pas à nous là de prendre la place et plutôt d'être en soutien pour faire grandir ce qui veut sortir. Et puis peut-être avec le temps, ça ira vers la SSA, mais il n'y a pas de garantie. On va passer à la question suivante. Il est 21 heures. Voilà. Christian et Lénie, à vous. Alors, moi, je suis ravie de rebondir après vous avoir entendu tous, et surtout Sandra et Gilles, parce que j'ai tenu un restaurant bio-végétarien sur Villeurbanne, et à l'époque, pour le monter, on a eu énormément de donateurs, une centaine de personnes. Et ce que j'entends aujourd'hui, donc on a essayé de réveiller les autorités locales, le conseil régional. Ça marchait à un moment donné, mais l'idéologie politique du moment, l'éducation, est pas prête. Et ce que j'entends aujourd'hui, après avoir rencontré Colline Serrault, c'est qu'il y a des solutions locales pour régler un nivellement global. Et que chacun, pour moi, aujourd'hui, on se met en retrait, on essaye de monter un écolieu pour simplement mettre en action un endroit qui rayonne cet équilibre, cette santé. Et ce que vous avez fait à Dieu-le-Fit, vous avez déjà pris beaucoup d'avance et ça permet d'avoir beaucoup d'expérience. Et j'ai le sentiment que beaucoup de lieux sont en train de se préparer et qu'on va tous se rejoindre. Et pour moi, la solution, elle vient par un maillage. Comment repérer un maillage ou comment préparer une trame de façon à ce que ça soit solide quand ce sera le moment. Merci beaucoup, Lénie, pour ta prise de parole. Sandra, on a le temps encore pour une question, celle de Diana? Allons-y. La dernière, c'est ça? Ou il y en a Allez, d'autres? apparemment, il n'y en a pas d'autres après. Bon, il y a eu des échanges sur le chat, mais voilà, j'ai privilégié les questions orales là. Allez, Diana, à toi. Oui, merci. Moi, je suis ravie d'avoir pu participer à ces échanges. Je trouve ça comme initiative super. Euh, et comme un mot de fin, je sais pas, mais pour reprendre aussi la conclusion de Sandra qui disait dans la présentation à la fin que pour que le projet puisse se déployer, il faudra le comprendre et il faudra le partager. Euh, et donc, merci pour les précisions que vous avez faites tout à l'heure. J'étais dans une confusion totale. Et c'est là que je rejoins la personne de tout à l'heure, j'ai oublié, c'était Valérie, je pense, mais aussi Lénie sur le maillage. Donc pour dire que effectivement, pour moi, pour comprendre mieux de façon populaire ce projet qui est magnifique, il faudra peut-être se pencher sur les mots qu'on utilise parce que moi j'ai retenu caisse de sécurité sociale. Alors tout de suite confusion avec la sécurité sociale comme vous l'avez vu. Pourquoi ne pas dire par exemple, mais je dis juste comme ça m'est venu, centre ou comité social d'alimentation locale, si je comprends bien, hein, si ça correspondrait à ça. Euh, Après, on a parlé de cotisation sociale. Effectivement, là, ça porte à confusion encore. Mais Gilles pour expliquer, là, c'était beaucoup plus clair pour moi, a utilisé les mots contribution volontaire. Donc, je me dis que quelque part, dans la façon dont on présente ce projet pour gagner en clarté et en déploiement, ça serait bien d'utiliser peut-être d'autres expressions et pas d'un nouveau concept dans un nouveau monde qu'on est en train de construire plutôt que de l'ancien qui est has-been, qui n'a plus de qui va passer son temps. Voilà, mais c'est tout. Voilà, c'était juste pour dire que je enfin voilà, je suis effectivement impressionnée par ce qui se fait déjà. Je ne connaissais pas bien ce déploiement, mais que effectivement, maintenant que je connais ça, je suis tout à fait OK pour pouvoir aussi participer dans ce mouvement que je trouve très bénéfique. Et merci à vous tous pour cela, pour faciliter ça. Sandra, merci Diana. Sandra,
Oui, Christine merci Rose, Diana. Myriam, Gilles. Pardon, Ah, pardon. j'allais vous donner la parole à tous les quatre, allez-y. Oui, oui. Non, juste pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Diana. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que sécurité sociale, voilà, il y a même, je crois, Françoise, toi, tu voulais le rajouter comme sixième branche, mais c'est vrai que ça porte à confusion parce que c'est pas, Bah, voilà, c'est pas ce qu'on veut non plus, quoi. Enfin, c'est pas le copier-coller c'est pas moi qui voulais d'autres branches, hein. C'est pas moi qui voulais le rajouter, c'est une des propositions de certains, en particulier dans les vidéos de la Confédération paysanne, ils parlent de la sixième branche, comme il y a la Ouais. maladie, Mm. famille, chômage, vieillesse, ce serait une sixième branche. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est dans les vidéos que j'ai vues et en particulier de la Ouais. Confédération paysanne. Ok. Gilles, tu veux, c'est tout bon ou est-ce qu'on en reste là? Moi, je voulais dire quelque chose là, par rapport aux échanges dans le chat. Il y a eu des échanges sur la contribution de la CMA et puis peut-être que c'est pas adapté parce que c'est territorial, etc. Donc, je pense que cette question, elle reste ouverte et peut-être qu'on va continuer à réfléchir, Sandra et puis les gens du comité SUS sur quel est le soutien qui peut être apporté si effectivement il y a un certain nombre d'écolieux qui veulent s'engager là-dedans. Donc je pense que euh, c'est un peu tôt, il me semble, pour apporter une réponse définitive, mais c'est un sujet qui reste ouvert de mon point de vue. Et surtout qu'on a donc la soirée du 19 juin, 19h30, 21h, sur les autres possibilités d'avoir accès à une alimentation saine pour tous et toutes. Voilà. Moi, je voudrais juste Je peux remercier. dire, Oui, excuse-moi, je peux dire un petit mot aussi, dis-moi, ou peut-être un peu. dis-le. Ok. Bah moi aussi, tiens, je voulais remercier tout le monde de m'avoir invité et puis pour l'organisation et tout ça. Et puis Sandra pour tout le boulot que tu as fait, le diapo, tes recherches et tout, c'est super. Et puis par rapport aux deux dernières interventions, j'avais envie d'insister sur l'aspect du rapport de force sur les trois pétales que je vous ai présentés tout à l'heure. Et pour moi, c'est vraiment important de politiser la sécurité sociale de l'alimentation. C'est politique en soi, mais de vraiment garder à l'esprit que c'est politique. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise du vocabulaire comme sécurité sociale, cotisation, parce on se réclame de cet héritage et on a beaucoup à apprendre en fait de cette histoire qui, a, qui est partie aux oubliettes euh, et qui aujourd'hui nous inspire pour construire la SSA. Et, et, et voilà. En fait, le risque vraiment, c'est que chacun fasse sa petite expérimentation dans son coin et qu'on n'arrive pas à transformer ça ensemble. De même que si, comme moi le premier, on habite dans des habitats partagés super, en fait, on n'est pas en train de transformer le logement, enfin, je veux dire, le système de logement à l'échelle politique. Et voilà, du coup, j'avais envie de finir avec ce slogan un peu choc, que vous connaissez sans doute, c'est que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Merci. Ah oui, c'est vrai. Super. Bon, un vrai, pardon. Non, je ne devrais pas dire ça. Un autre mot de la fin, Sandra, Myriam. Alors moi, c'est juste vraiment des remerciements. Remerciements à vraiment toute l'équipe pour pouvoir voilà, avoir pu présenter ce thème-là, pour informer. Moi, personnellement, c'était vraiment important pour moi d'informer, parce que si on ne sait pas, eh ben, on ne peut pas désirer le projet si on ne le connaît pas. Et désirer le projet, voilà, pour moi, c'est ce côté-là aussi qui est important. Si on veut, on peut changer les choses et changeons pas qu'une chose, mais enfin voilà, tout le processus, quoi. Donc j'aimerais remercier vraiment Christine Rose pour la technique et pour aussi ses commentaires, Christophe, toi pour l'animation, Christelle aussi, un grand remerciement qui nous a beaucoup aidé à monter ça. Ça, c'est les gens qu'on n'a pas vus ce soir, mais qui ont permis de pouvoir faire cette présentation.
Merci à Myriam, merci à Françoise pour son soutien moral, merci à Joël, merci aux personnes qui ont écrit la newsletter. Et voilà, et donc perso, je vous invite le 19 juin pour continuer tout ça, ça va être intéressant aussi. Et on pourra, je pense, avancer aussi dans la réflexion. Entre-temps, le comité se sera réuni et voir ce qu'on peut en faire. Voilà, j'ai dit. Bonsoir à toutes et tous. Merci de vos présences et de vos questions. Au revoir. Sandra, on peut rester une minute peut-être. Ouais. Bonne Sandra, soirée, merci à Myriam.